Salut, c'est Thomas Rozek. Bon, petit changement de plan dans notre journal du confinement, notre opération dans laquelle on s'est lancé depuis quelques jours avec Programme B. Parce que comme pas mal, voire beaucoup de gens ces derniers jours, j'ai eu une petite inquiétude. Hier, j'ai pris contact avec ma médecin traitant que j'ai vu en visioconférence pour ne pas aller non plus à son cabinet inutilement. Je l'ai vu donc hier très brièvement puisqu'elle m'a dit tout de suite le moindre petit début de syndrome grippal ou qui s'en rapproche est considéré immédiatement maintenant, sans test, parce que de toute façon on ne teste plus que les cas graves, comme une suspicion de coronavirus. Donc voilà, bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, parce que je suis jeune et en bonne santé et qu'a priori, j'ai pas de pathologie associée. Mais bon, histoire de ne pas prendre de risques inutiles et de me reposer pour que cette transition se fasse dans les meilleures conditions possibles, je vais passer la main sur l'animation de Programme B pendant quelques jours. C'est Marion Lefebvre qui va vous accompagner. Moi, tout va bien, vous inquiétez pas. Très bien, on se retrouve très vite. Salut, c'est Marion Lefebvre. En ce 3e jour de confinement, je sais pas vous, mais je passe encore plus de temps que d'habitude sur mes écrans. Heureusement, on pourrait dire, j'ai pas de télé. Mais ma vie, et celle de beaucoup de gens maintenant, s'organise vraiment autour des notifications qui s'accumulent sur nos portables et des articles qui circulent à toute vitesse sur le web. Coronavirus. Emmanuel Macron annonce une réduction drastique des déplacements. France's coronavirus lockdown, what you can and cannot. Guerre au coronavirus. Les annonces de Macron et Castaner à la loupe. La situation de ce mardi, plus de 7000 morts dans le Coronavirus, les hôpitaux se préparent à la priorisation de l'accès aux soins en cas de saturation des services. Épidémique coronavirus. 7 questions sur les tests de dépistage. Du coup, comment faire le tri dans cette masse d'informations ? Qui écouter, quand et surtout à quelle fréquence pour ne pas laisser l'anxiété prendre le dessus ? Comment continuer à suivre les derniers conseils sanitaires en slalomant entre les infox et autres mauvais conseils ? Parce que s'informer pendant cette pandémie peut donner l'impression d'être une course sans fin, on vous a demandé comment vous faisiez chez vous et on a demandé à ceux et celles qui vont dehors, les journalistes, de raconter comment ils et elles vous font parvenir tout ça. Bienvenue dans Programme B. Et je viens juste de raccrocher avec ma mère. C'est le 4e appel depuis ce matin, du coup depuis mon réveil à 8h30. Voilà, je pense qu'elle est en train de se faire monter le crâne par beaucoup de choses sur WhatsApp. Enfin, les réseaux un petit peu de daronne sur WhatsApp, c'est un monde à part. Et là, elle m'a dit, tu sais, j'ai discuté avec plein de gens, je vois ce qui se passe, ce que les gens mettent en story sur WhatsApp, etc. Je pense que l'État français nous ment et que ça peut pas être que pour le virus, donc je pense qu'il se passe quelque chose. Voilà, je te tiens au courant, fais attention à toi, prends tes affaires, ne bouge pas, blablabla. Enfin bon, du coup, je passe beaucoup de temps, au final, à essayer de rationaliser les trucs avec ma mère, mais aussi avec mon père, qui était très paniqué dès le départ et qui voyait tout de suite beaucoup de complots et de théories cheloues, quoi. Ah, les fameuses théories du complot. Seul dans son salon, c'est bien plus facile de se laisser aller à croire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'en sortant de chez moi, pour aller acheter du pain, première nécessité française s'il en est, je me suis arrêtée chez mon kiosquier. Au même titre que les boulangeries et les supermarchés, les marchands de journaux restent ouverts, essentiels à la vie du pays. Et chez le mien, les clients se font assez rares. Et vous avez l'impression que vous êtes utile ou pas du tout ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui circulent sur Internet. Enfin, vous avez dû voir plein de fake news aussi sur le coronavirus et vous avez l'impression que, je sais pas, ça aide peut-être d'être resté ouvert ou vous préfériez être chez vous ? Franchement, il faut mieux être ouvert parce qu'au moins il y a les journaux, des informations officielles, quoi. Parce que, comme vous dites, il y a des informations fausses qui viennent un peu partout. Il y a pas mal de gens ils ont des informations qui sont un peu tordues, quoi. Vous avez des gens qui vous ont raconté n'importe quoi ? Ah ouais, pas mal. Ah ouais ? Ah ouais, pas mal. Quoi ? Comme quoi c'est une guerre industrielle, comme quoi c'est une guerre biologique, comme quoi l'Institut Pasteur c'est celui-là qui a provoqué pour vendre des vaccins, plein de salades, quoi. Non mais c'est rigolo, mais c'est la réalité, c'est ça. Et chacun il a sa vision à lui. Voilà. Au-delà des infox et autres bêtises, ce qui importe, c'est aussi comment on s'informe, comment éviter que l'anxiété s'installe. Allô ? Oui, allô Florine ? Oui, bonjour, c'est Marion Lefebvre de Binge Audio. Oui, bien sûr, bonjour. Je te dérange pas ?
Non, pas du tout. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, donc toi tu es en terminale, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as senti le besoin de témoigner déjà et comment tu t'informes? J'essaye vraiment de faire la part des choses. Donc pour ça, je suis des sources journalistiques. Par exemple, Le Monde, qui fait beaucoup de vidéos, par exemple, qui sont très intéressantes, qui expliquent de manière très courte et très intelligible. Aussi Hugo Décrypte, qui fait tous les jours des points, soit sur Instagram ou alors des petites vidéos tous les matins. Je trouve ça aussi très intéressant. Et puis... justement, ces informations-là, j'essaye de les relayer à mes amis, à ma famille, pour justement éviter toutes ces fake news qui vraiment, on en voit partout. Et donc, essayer vraiment de faire la part des choses entre justement ces fausses informations et les vraies informations et les choses à suivre. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que ta manière de t'informer a changé? Est-ce qu'au début, tu prenais un peu toutes les infos qui venaient en temps normal et maintenant, est-ce que tu as décidé de couper certains canaux pour te préserver un peu justement de cette ambiance anxiogène, comme tu disais? Oui, un peu, parce que au début, et puis en fait aussi, j'ai été pendant 15 jours confinée parce que je revenais d'un cluster, donc on était à la maison juste ma famille et moi, et les autres étaient à l'extérieur, etc. Et donc au final, en fait, on vivait tout le temps avec l'information en continu, et à un moment, en fait, de entendre tout le temps la même chose. Et c'est vrai que c'est des informations assez angoissantes. Je me souviens par exemple d'un reportage qui avait été fait sur les premiers cas contaminés dans le secteur de Mulhouse, et les ambulanciers témoignaient, et je trouvais que c'était fait dans une atmosphère tellement pesante, etc. Donc j'ai décidé surtout de me concentrer sur ce qui était à faire, à ne pas faire, par exemple les gestes barrières, ou par exemple maintenant le fait de savoir qu'il faut une attestation pour sortir, et de plus avoir les informations en boucle, et vraiment juste d'avoir ce qui est nécessaire, parfois une analyse ou quelque chose d'un peu plus précis, mais pas d'avoir les informations en continu toute la journée. J'essaie juste de m'informer 1 ou 2 fois, mais sur des choses vraiment courtes et précises. Et tes parents qui continuent à regarder, est-ce que ça fait quelque chose en eux? Est-ce que ça crée une anxiété, ou est-ce qu'ils ont juste besoin de ça pour s'informer et ils le vivent plutôt bien? Je crois pas que ça crée une anxiété, surtout que, comme je vous disais, nous, ça fait un petit moment du coup qu'on est confinés, et donc je crois que non, c'est surtout leur manière à eux de s'informer, parce que je crois qu'ils ont toujours été habitués à ça. Par exemple, eux utilisent très très peu les réseaux sociaux pour s'informer, et pour eux, du coup, c'est un moyen de s'informer. Ils ont ce besoin de savoir. Par exemple, mon père, qui est agriculteur d'ordinaire, écoute la radio toute la journée, et donc il a l'habitude d'avoir les informations en continu. Et donc le fait de ne pas écouter les informations en continu, justement, ce serait un peu dérangeant pour lui, ce serait un changement d'habitude. Donc je crois que pour eux, ça leur amène pas plus d'angoisse, mais au contraire, c'est juste s'informer de la même manière qu'ils ont l'habitude de le faire. Je m'informe peu, le minimum vital. J'essaye de pas trop aller sur les réseaux sociaux, parce que c'est hyper anxiogène et que c'est difficile de démêler le vrai du faux de l'information, et même si on se doute que certaines infos sont un peu en toc, ça fait toujours un peu psychoter. Donc voilà, on s'éloigne de ça. J'essaye de me concentrer du coup sur le positif. C'est pas que j'essaye, c'est que pour l'instant je vois beaucoup de choses positives, et ça c'est chouette. Mais on s'apprête à passer quelques temps un peu compliqués, et je me dis que j'essaye en fait de partager au maximum sur les réseaux sociaux des bonnes ondes. Donc que ce soit dire aux gens que je les aime, partager des informations pour, par exemple, les indépendants, comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir des solutions s'ils se retrouvent à avoir des problèmes financiers. Essayer de partager des informations positives plutôt que des informations négatives, parce que je pense que ça, on a la dose. Toutes ces informations, positives comme négatives, alarmantes ou au contraire joyeuses, vous le savez déjà, mais derrière, ce sont les mains, les voix et les regards des gens comme moi, comme Thomas, comme toutes les consoeurs et les confrères journalistes qui vous les faisons parvenir. Alors on a lancé nos filets autour de nous, dans les rédactions en France, mais aussi à l'étranger, pour vous, pour comprendre comment il et elle travaillaient, choisissaient comment vous et nous informer. Romain, Éléonore, Justine vous racontent comment il et elle travaillent et naviguent, jour après jour, les eaux troubles de l'info en temps de crise. J'ai commencé finalement relativement tôt à bosser sur l'épidémie de coronavirus, parce que je suis allé dans l'Oise, un des foyers épidémiques, à partir du 1er mars, donc le dimanche 1er mars, et je suis resté jusqu'au mercredi 4 mars, donc j'ai fait 4 jours à l'endroit où ça a commencé en fait, à Crépy-en-Valois,
où il y a un professeur qui était décédé, c'était le premier mort français diagnostiqué coronavirus. Et en fait, on a tous remarqué que dans ces premiers jours-là, quelles que soient les rédactions qui avaient envoyé des journalistes sur place, on était tous dans le tâtonnement. Parce que c'est tout neuf, quoi. Et forcément, c'est pas évident de savoir quelles mesures prendre exactement, quelles précautions mettre en place pour s'assurer d'une sécurité la plus grande possible. Et donc nous, on a essayé de faire au mieux en respectant les distances de sécurité. Et finalement, ça s'est, je trouve, plutôt bien passé. J'ai pas eu le sentiment de me mettre en danger quand je faisais mon métier, en fait. Et ça a été le cas tout le long de la mission. On a même été chez des médecins généralistes qui faisaient face à cette épidémie. Et à chaque fois, il y avait des distances prises, on se lavait les mains hyper régulièrement. Donc voilà, on a fait au mieux. On n'a pas eu de confinement en revenant de la rédaction parce qu'on n'avait pas été en contact avec des malades directement. Sur un plan complètement personnel, j'ai l'impression qu'on doit continuer à faire ce boulot-là et à informer les gens parce que je suis affolé par le nombre de fausses informations, de rumeurs que je vois répandues par réseaux sociaux, par messagerie, sur WhatsApp et des proches, des gens qui, je sais, s'informent d'habitude normalement, font attention, mais là, on a l'impression qu'il y a des barrières qui tombent parce que il y a une peur généralisée que on fait plus attention à d'où vient l'info, qui source, qui vous dit ça. J'ai l'impression qu'on doit quand même essayer de faire ce boulot-là le plus possible parce que c'est aussi dans ces moments-là que c'est important d'avoir des informations fiables et de savoir quoi faire, quels sont les bons gestes et les choses à ne pas faire et d'essayer de relayer au plus les informations les plus officielles possibles. Je me dis que c'est dans ces moments-là qu'on a peut-être un rôle à jouer. Et en même temps, on se déplace, on voit des gens extrêmement variés. Évidemment qu'on peut représenter un risque de propagation. Enfin, ça paraît évident, donc on est complètement partagé entre est-ce qu'on continue à faire ce travail-là ou est-ce qu'il vaut mieux s'arrêter quelques jours, et en même temps on se dit que c'est quand même compliqué quoi ou alors ça veut dire que t'as plus qu'une seule chaîne d'information publique. Enfin bon, on se pose beaucoup de questions en fait, mais je crois qu'on essaie tous de faire au mieux et que c'est vraiment particulier en fait comme situation, parce que quand il y avait des attentats ou des choses un petit peu comme ça d'urgence, on se posait pas la question, on continuait à faire ce boulot. Et là, vu que c'est quand même une question de santé publique et de comment est-ce qu'on fait pour nous-mêmes participer à la prévention et à s'assurer que le plus de gens possible respectent les conditions et les consignes gouvernementales, c'est dur en fait d'arriver à trouver le juste milieu. Hier, on en parlait à la rédaction. On était plusieurs journalistes et la discussion elle tournait sur est-ce qu'on est contradictoire en disant sortez pas de chez vous et en étant nous-mêmes à la rédaction, en prenant les transports en commun, en allant voir des gens sur le terrain. En même temps, si on fait pas ce job-là, c'est très flou en fait. On se pose tous énormément de questions et après ça sera sûrement un cas d'école pour plus tard. Notre travail a déjà été beaucoup bouleversé ces derniers jours par l'épidémie. Par exemple, notre édition spéciale sur les municipales était très particulière. Il n'y avait pas de soirée électorale, il n'y avait pas de militants dans les QG. Et de toute manière, tous nos journaux ne parlent que du coronavirus et de ses conséquences depuis déjà plusieurs jours et ça va que se renforcer davantage. Donc on s'adapte éditorialement, évidemment, la grille des programmes évolue, mais on s'adapte aussi dans notre quotidien. Chez nous, par exemple, il n'est plus question que tout le monde vienne à la rédaction. Chaque jour, on est envoyé sur le terrain s'il y a des besoins spécifiques. On va à la rédaction si on doit écrire et monter un sujet. Sinon, c'est télétravail au maximum pour tout le monde. Depuis lundi, par exemple, on prend la température tous les employés à l'arrivée dans les bureaux.
mais on fait un métier qui est forcément particulier parce que notre rôle, c'est d'aller là où ça se passe, d'aller sur le terrain. Donc c'est difficile de rester chez soi. Et moi, par exemple, je suis jeune, j'ai pas de problème de santé, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de raison qui ferait que j'ai besoin de me protéger particulièrement en restant à la maison. Par contre, en me mobilisant moi sur le terrain, je permets à mes collègues plus vulnérables de rester chez eux. Et puis surtout, notre rôle, c'est d'informer. J'ai passé un temps considérable à débrancher des fake news qui circulent dans ma famille, auprès de mes amis, même dans des cercles de journalistes qui sont censés être alertés là-dessus. Être journaliste en Chine, de toute façon, c'est une aventure au quotidien. Même quand il n'y a pas d'épidémie, c'est toujours de la négoce permanente pour pouvoir obtenir les images qu'on veut, faire les interviews qu'on veut, puisqu'on est de base un peu considéré comme l'ennemi en tant que média occidental. Mais là, c'est vrai qu'avec le coronavirus, ça a été encore plus compliqué. Déjà, on a eu beaucoup de restrictions dans notre liberté de mouvement. Donc, il y a plein d'endroits où on ne peut plus aller. Par exemple, on veut faire des reportages dans les usines de masques. On ne peut plus rentrer dans les usines. On ne peut pas rentrer dans les hôpitaux. Ou alors, c'est extrêmement difficile. Donc, on a déjà dû revoir à la baisse toutes nos ambitions. J'ai fait un reportage sur les villages autour de Pékin qui se barricadaient eux-mêmes par leurs propres moyens. On a fait 3 villages, on se faisait chasser de partout et puis au bout d'un moment, au bout d'une heure, la police est arrivée et a fait des relevés d'identité et nous a demandé de supprimer toutes nos images. Ce genre d'expérience, c'est assez courant en Chine dès qu'il y a un sujet sensible, que ce soit les Ouïghours, les Tibétains, la politique... ou comme là, un coronavirus qui montre d'une certaine manière une faille de l'État et de la gestion de la santé publique. Et ce qui est aussi très handicapant, c'est qu'on ne peut pas se déplacer. Je ne peux pas quitter Pékin parce que si je prends un avion et que je reviens à Pékin, je passe 15 jours en quarantaine chez moi. Donc il y a plein de reportages à travers la Chine qu'on n'a pas pu faire. Et enfin, c'est aussi très handicapant quand on veut aller interviewer les gens chez eux. Au début, c'était un peu possible. Maintenant, c'est impossible, non seulement parce qu'il y a des contrôles à l'entrée des résidences, mais en plus parce que tout simplement, les gens ne veulent pas, en fait. Les gens ne veulent pas nous laisser rentrer chez eux. Ils pensent ou ils ont peur qu'on les contamine. Et il y en a beaucoup qui n'osent pas parler, qui n'osent pas critiquer, qui n'osent pas dire... qu'ils en ont marre d'être en confinement, qu'ils s'ennuient, qu'ils déplorent le fait que la manière dont la crise a été traitée. Donc on a beaucoup de mal à avoir des interviews de Chinois. Quand on arrive à en avoir des gens confinés chez eux qui acceptent par exemple les interviews en vidéo, il y en a beaucoup qui ne veulent pas témoigner à visage découvert. Quand on veut faire des sujets par exemple sur des Chinois de Wuhan qui ont eu des proches qui sont partis à l'hôpital, vraiment il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous parler. Même au tout début de l'épidémie, je me rappelle avoir fait un sujet sur les pénuries de masques dans les pharmacies. On est entré dans une pharmacie comme ça, sans prévenir. On a fait une interview rapide de la pharmacienne qui nous disait on va être réapprovisionné dans 3 jours, mais pour l'instant, on n'en a plus. Et 2 heures après, on était en montage et elle nous a appelés pour se rétracter parce que rien que ça, elle avait trop peur d'apparaître à visage découvert parce que dire qu'il y a une pénurie de masques en Chine, c'est déjà critiquer les pouvoirs publics. Mais tout évolue tellement vite avec son lot de psychoses, de liens entre la santé, le politique, l'international, la recherche. Enfin bref, c'est le terreau parfait pour les complotistes et c'est vraiment notre rôle de garder la tête froide et de donner des informations factuelles sur ce qui se passe. Des informations que vous pouvez relayer, reprendre, partager, diffuser pour éviter qu'on se noie tous et toutes dans une sorte de gloubi-boulga médiatique indigeste et anxiogène. Certaines le font déjà, comme ces anonymes qui mettent à jour en flux tendu les pages Wikipédia sur la pandémie. Alors, comme promis, je vous envoie un petit son, parce que la question du rapport à l'information, moi, ça me parle beaucoup pour une raison assez simple, c'est que je suis wikipédienne, donc c'est-à-dire que je contribue à Wikipédia. Donc l'information, je l'écris, entre autres. Mes sujets de contribution, c'est pas trop l'actualité, donc j'ai pas contribué sur Wikipédia sur le Covid, pas encore en tout cas. Mais quand j'ai entendu que vous vouliez parler du traitement de l'information, je me suis dit, en fait, il faut que je leur envoie un son sur Wikipédia, c'est pas possible. Parce que même si je contribue pas, du coup, je consulte les articles sur le corona énormément, parce qu'ils sont tout le temps à jour, ils sont vraiment super bien faits. Et voilà, en fait, sur Wikipédia, déjà, il y a plein d'articles différents qui ont été créés. Il y a l'article sur qu'est-ce que c'est que le Covid, ensuite il y a l'article sur l'épidémie. Ensuite, il y a l'article sur l'épidémie par pays, donc il y a l'épidémie en France, l'épidémie en Italie, en Iran, etc. Il y a un article par pays.
Et du coup, c'est assez fou parce que ça veut dire qu'il y a des milliers de gens derrière, en fait, de contributeurs et de contributrices, qui mettent à jour ces articles. Excusez-moi, je suis en train de regarder justement les articles en question pendant que je vous parle. Et en fait, je voulais faire un focus sur un des articles pour vous montrer un peu ce qu'il y a derrière, parce qu'on se rend pas compte souvent. Mais du coup, là, je suis sur l'article « Pandémie de maladie à coronavirus Covid-19 de 2020 en France ». Et cet article-là, en fait, il a été créé, quand on remonte l'historique, il a été créé le 29 février 2020 à 9h32 par un certain Feuret. Et il a été modifié pour la dernière fois aujourd'hui, 18 mars 2020, à 9h44, donc il y a 3 minutes, puisqu'il est 9h47. Quand on regarde les statistiques au niveau de la contribution, il y a eu 870 modifications dans les 7 derniers jours, plus de 2000 modifications dans les 30 derniers jours. Il y a plein de statistiques comme ça qu'on peut regarder, et moi, ce que je trouve assez extraordinaire, c'est de se dire que, du coup, il y a des milliers de personnes, de plus de 2000 personnes, qui bossent, en fait, qui font du bénévolat pour maintenir les infos à jour et pour que les gens aussi aient une sorte de repère. Parce que là, on est dans un moment où il y a des infos qui sont bombardées dans tous les sens, et Wikipédia, ça reste un bon endroit où lire des infos neutres, qui sont classées dans l'ordre, où il ne va pas y avoir trop de dimensions émotionnelles. Et on ne le dira jamais trop, mais ce recul est aussi rendu possible par les sources fiables qu'évoquait juste à l'instant Diane. Tout en bas de l'article Wikipédia sur la pandémie en France, les auteuristes nous redirigent vers le site du gouvernement, les rapports quotidiens de l'Organisation mondiale de la santé, les arrêtés pour réguler la circulation. Tous les jours, Santé publique France publie sur son site des statistiques actualisées. Certains journaux comme Le Monde, Le Figaro ou Mediapart publient des articles et informations en accès libre. Et pour poser toutes vos questions, vous pouvez appeler le numéro vert ouvert à toute heure du jour et de la nuit, 0800 130 000. Et puis surtout, une fois que vous avez les réponses à toutes vos questions, posez votre téléphone, éteignez votre ordi, ouvrez la fenêtre si vous pouvez, et respirez. Il faut aussi savoir se préserver, se protéger. Moi, j'ai commencé à faire du yoga. Chacun son truc. Dans le prochain épisode de Programme B, on parlera de comment les Françaises et les Français qui vivent à l'étranger, temporairement ou pour de bon, vivent cette pandémie. Sont-ils et elles confinés aussi, ou en décalage avec l'Hexagone ? Le système de santé local est-il adapté ? Faut-il rentrer ou rester ? Si c'est votre cas, envoyez-nous vos témoignages, à l'écrit ou en note vocale, au dictaphone ou autre, par courriel à programmebtoutattaché@binge.audio. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont déjà parlé, Dienaba, Chater, Marine, Noémie, Diane, Florine, Éléonore, Justine dans cet épisode. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Lavez-vous toujours bien les mains, restez le plus possible chez vous et parlons-nous sur les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et à demain pour un nouvel épisode.